L'erreur propre aux artistes est de croire qu'ils trouveront mieux en méditant qu'en essayant. Ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on le découvre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro de questions publiques, le débat. Réfléchir sur des questions importantes qui gangrènent la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, de fond en comble, on va décrypter la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. J'ai toujours dit dans l'est et non à l'est de la RDC. Je suivais des journaux télévisés et même des émissions où on parle la situation à l'est de la RDC. À l'est de la RDC, c'est au Rwanda, Ouganda, Burundi. Dans l'est de la RDC, c'est au niveau de Nord Kivu, au Sud Kivu. Dans cette partie, ça pose beaucoup de problèmes, beaucoup de remous. Vous le savez, il y a quelques jours, avec cette attaque de M23, on n'en dira jamais assez, cette question épineuse. Les M23 ont attaqué jusqu'au niveau de la porte de Goma. Il y a eu l'appel à la mobilisation générale et les FARDC ont réagi en repoussant ces assaillants, ces rebelles, si vous voulez. On a même suivi une vidéo qu'on pourra illustrer ici avec mon équipe technique d'un officier de la police qui a appelé les habitants de Goma à même prendre des machettes parce qu'il s'agissait d'une question de la nation, que tout compatriote devrait s'armer pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Parce que l'héritage que nous léguerons à nos enfants, c'est de maintenir intact ce pays avec ses 2 345 000 km. Il ne s'agit pas d'opposition en ce moment-là de la majorité, mais du Congo, nous légué par nos pères de l'indépendance, nos ancêtres, et ce Congo que nous léguerons à nos enfants. Raison pour laquelle nous organisons ce grand débat avec cette divergence de vues, mais pour converger dans la même direction. Que s'est passé exactement dans l'Est? Qui est responsable? Quelles sont des pistes de solution? Mais pendant ce temps, des informations de dernière minute. C'est un tweet d'un confrère qui s'appelle Steve Wemby que je viens de voir, que je veux lire pour essayer de mettre les invités dans le bain de l'actualité. Le tweet dit ceci exactement. Au cours de 22 dernières années, j'ai été à l'avant-garde de toutes les guerres auxquelles l'UPDF a participé et nous avons gagné toutes ces guerres. Maintenant que l'UPDF et le RDF sont réunis, j'ai pitié de tous ceux qui se dressent sur notre chemin. Ça, c'est un message du fils de Yoweri Museveni Kaguta, relayé par notre confrère. Autre information toujours du confrère qui nous alerte, environ 30 camions de RDF transportant des soldats ont été aperçus dans l'ouest de l'Ouganda, le long de l'autoroute Mbarara-Masaka-Kampala. Récemment, les chefs UPDF et RDF se sont engagés dans des pourparlers bilatéraux et ont signé des accords de coopération militaire. Apparemment, il se dégage que le Rwanda et l'Ouganda se sont mis d'accord, visiblement pour continuer à traquer la République démocratique du Congo. Que faire? 4 invités sur le plateau, ça n'arrive pas tous les jours. Ils sont à 4. Je vais leur présenter pêle-mêle. Le premier, à ma gauche, Norbert Yamba Yamba, éminence grise de mon pays, panafricaniste, cadre de l'UDPS. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu affirmativement à mon invitation. Merci et compliments à tous les débatteurs qui sont avec nous. Merci beaucoup. Deuxième invité, au cadre de Ensemble pour la République Parti Cher, au chairman Moïse Katumbi, Isaac. Bienvenue, Bakoukou. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Troisième invité, cadre de la Convention de Congolais Unis, Parti Cher à Lombermine de Malonga, de l'Union Sacrée pour la Nation, Jean-Thierry Monsené Pomototo. Bienvenue. Merci. Enfin, Pati Katanga, président national des mouvements de Maï Maï, hein, on le connaît depuis toujours. Il avait un tout petit peu disparu dans les plateaux. Il a fait son comeback. Pati Katanga, bienvenue. Merci beaucoup et merci aussi à mes co-débatteurs. Alors, je reste avec vous, Pati Katanga. On va dire que le Maï Maï avait une connotation, nous le savons, mais après plusieurs entretiens que j'ai eus avec vous, on a compris que le Maï Maï sont des résistants, qui viennent résister aux agresseurs. Pouvez-vous nous dire de manière un peu succincte, qu'est-ce qui se passe finalement dans la partie est de la RDC? Le président Félix Tshisekedi a fait du point de vue de la diplomatie ce que beaucoup ont dit qu'il aurait dû faire, traiter même Kagame de frère. Il est allé, il est revenu. Il a essayé de tout faire visiblement du point de vue des relations humaines
pour avoir des bonnes relations avec Kagame. Et malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement dit que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Même si on a trépigné avant, l'armée l'avait déjà dit, le gouvernement avait trépigné, mais aujourd'hui, le gouvernement l'a clairement dit. Qu'est-ce qui se passe finalement? Vous l'avez très bien dit que le président de la République a tout fait sur le plan diplomatique. Il a sillonné non seulement tous les pays voisins, mais aussi les puissances extérieures, parce que souvent les ficelles sont tirées de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il se fait que votre pays, la République démocratique du Congo, est trop riche et trop grand aux yeux de nos voisins. Le voisin principal, c'est M. Kagame. Tapis dans l'ombre, avec sa calculette, il regarde nos richesses. Il regarde nos richesses. Les Anglais ont fait une étude ici pour dire que la réserve minière du Congo était évaluée à 24 000 milliards de dollars. La 24 000 milliards. 24 000 milliards de dollars. La réserve mondiale des hydrocarbures, du pétrole, est évaluée à 18 000 milliards de dollars. Donc, entre la réserve minière du Congo et la réserve mondiale du pétrole, il y a un ratio de 6 000 milliards de dollars. Donc, la réserve minière du Congo est supérieure à la réserve mondiale. Ça, c'est pour donner une idée. Et le Rwanda trouve que ces richesses-là, Kagame tapis dans l'ombre, et parce que au mieux, c'est les partager, au pire, nous les ravir. Ils ont un problème de densité dans leur pays. Un problème d'espace vital. Ils trouvent qu'il n'y a pas assez d'espace au Rwanda et que le Rwanda doit exporter les surplus de sa population vers la République démocratique du Congo. Nous avons toujours été pacifistes. Le Congo n'a jamais jeté une pierre. Le génocide qu'il y a eu au Rwanda, c'est un jour, un matin, les Rwandais se sont levés contre d'autres Rwandais. Les Congolais n'ont rien à voir. Il y a eu le tribunal pénal d'Arusha pendant 20 ans. Mais pourquoi nous subissons ces affres aujourd'hui du Rwanda? Donc c'est pour vous dire que ce qui nous est fait aujourd'hui est injuste. Ce qui nous est fait aujourd'hui par les Rwandais, parce qu'il faut le rappeler quand même, l'histoire est là, le Rwanda a été libéré du joug allemand par l'armée congolaise. Ouais. C'est 1916-1917. Avec les Paul Panda. Le Congo, par son armée, a libéré le Rwanda du joug allemand. Ce qui nous est fait aujourd'hui est injuste. Et pendant un moment, notre armée n'était pas à la hauteur. N'était pas à la hauteur de faire face aux enjeux parce qu'infiltrés, parce que mal équipés, parce que soldes qui n'arrivaient pas. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et heureusement que la résistance Maïmaï était là. La résistance Maïmaï a fait que si une partie du pays n'est pas partie jusqu'aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à la résistance. Mais si ce n'est pas parti officiellement, mais officieusement, il puise chez nous, il y a des endroits où il y a les non-États. Nous avons tout donné. L'erreur du président de la République, c'est de rechercher la paix à n'importe quel prix. Je ne suis pas d'accord avec lui. On ne recherche pas la paix à n'importe quel prix. Il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout. Je pense qu'aujourd'hui, nous y sommes, nous avons remarqué que la diplomatie a montré ses limites. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Au contraire, aujourd'hui, les militaires sur le terrain et la police sont en train de nous démontrer qu'il faut la mobilisation générale. Le pays est attaqué. Nous sommes attaqués au même titre que l'Ukraine. Mais pourquoi on ne déclare pas l'état de guerre? Je me la pose cette question, pourquoi on ne déclare pas l'état de guerre? D'accord. Je vais revenir à vous. Jean-Thierry Monsenepo pour Petit Katanga. Chaque chose a une limite. La bonté du président a débordé et qu'il faille... Il s'étonne même qu'on n'ait pas jusqu'à ce stade de déclarer l'état de guerre pendant qu'on a déjà pointé du doigt l'agresseur. Je vais en venir, mais d'abord je commencerai par vous dire que c'est une illusion de dire que nous sommes attaqués injustement. Nous sommes le peuple le plus naïf de la planète. On ne peut pas regorger d'autant de richesses potentielles. On ne peut pas regorger autant de mètres cubes, millions de mètres cubes d'eau douce, autant de forêts, autant d'espaces cultivables dans le monde d'aujourd'hui et croire que les autres vont rester calmes, en train de vivre une densité dangereuse, en train de vivre la sécheresse, en train de vivre le manque de pâture pour leur bétail, en train de vivre un manque de minerais, en train de vivre un manque de ressources et croire qu'ils vont nous laisser tranquilles. Depuis très longtemps,
la République démocratique du Congo est au centre de grands enjeux du monde. Depuis même 1945, lorsque la guerre mondiale a pris fin, grâce à l'uranium de notre pays. Donc aujourd'hui, ce n'est que normal ce que nous vivons, ce n'est que anormal que nous puissions nous réveiller maintenant. Il fallait que nous nous réveillions depuis très longtemps pour comprendre que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'échange de forces. À mon humble avis, le Rwanda n'est qu'un épiphénomène. Parce qu'aujourd'hui, mon cher ami, parlons clairement, sur le plan stratégique, tactique, militaire, le Rwanda ne tient pas devant la République démocratique du Congo. Ah bon? Le Rwanda est un élément utilisé pour déstabiliser le Congo en vue d'une balkanisation. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est d'abord le président de la République française, l'ancien Nicolas Sarkozy, qui dit que la République démocratique du Congo est dans des superficies difficilement gérables et qu'il faille réfléchir sur une possibilité de partager les richesses avec ses voisins. Il l'a dit lors d'un sommet diplomatique face à des diplomates français. Deuxièmement, c'est le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines. Il a clairement dit que la République démocratique du Congo, dans sa taille de 1885, ne peut plus continuer d'exister aujourd'hui, ce qui explique la mauvaise gouvernance et les failles dans la gérance du pays. Ça, c'est le secrétaire d'État aux affaires américaines. Il faut réfléchir sur une stratégie globale qui se base sur deux pôles. Premièrement, le renforcement de nos forces internes et deuxièmement, une diplomatie agissante. Et de ce point de vue-là, je ne partage pas du tout l'avis de M. Katanga qui dit que le président de la République veut une paix à tout prix. Le président de la République, à n'importe quel prix, je ne suis pas d'accord avec ça parce que le président n'a pas mis tout sur la table à n'importe quel prix. Le président de la République arrive au pouvoir et trouve une situation. Laquelle? Premièrement, nous avons l'Est qui est rempli de plus d'une centaine de groupes armés. Deuxièmement, nous avons une situation dont il hérite, notamment en ce qui concerne l'exécution d'une partie de l'accord cadre d'Addis Abeba qui concerne principalement le M23. Il s'agissait de mécaniser le DDRR avec certains éléments du M23, dont la branche Sultani Makenga qui était restée dans le parc de Virunga et de Bishop Runiga qui était prêt à rejoindre le programme de DDRR et qui a même participé aux discussions en Nairobi. Il a trouvé la situation de ces éléments du M23 qui se trouvaient non seulement au Rwanda mais aussi en Ouganda qui attendaient à ce qu'ils puissent être rapatriés au pays. Principalement, le couac c'était les moyens financiers, la logistique et le choix des sites où on devait les démobiliser, soit vers l'ouest ici, soit toujours à l'est. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? La première des choses, c'était tout à fait normal qu'ils tendent la main à nos voisins. Pourquoi? Parce que lorsque l'on observe la situation, avant bien sûr ce chapitre malheureux, où on découvre la participation prouvée du Rwanda dans ce qu'on appelle la déstabilisation de 2022 de la RDC, il y a d'abord, principalement, les questions qui dérangent la RDC et ses voisins, principalement. Les ADF, qui dérangent à la fois la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, le bilan en Ouganda est de 114 personnes tuées par les attentats. C'est moindre par rapport à ce que connaît la RDC comme affre de ces groupes armés. Nous avons les FDLR, qui sont à une deuxième génération aujourd'hui, parce que celle de 1994, lorsqu'elle a traversé, ils sont déjà vieux de 50, 60 ans. C'est maintenant leurs enfants. C'est leurs enfants qui reprennent. Mais le Rwanda nous accuse de pactiser avec les FDLR pour leur attaquer. Sans preuve, on ne suivra pas. Notre armée a des preuves qui a été présentée au comité de vérification conjointe de la CIRGL. Donc aujourd'hui, on se dit, lorsque le président observe ces situations, il se dit, mais mes chers amis, nous avons un problème commun. Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Réfléchir sur des possibilités de développement et ensemble traquer ces groupes armés. D'où l'accord entre notre armée et l'armée ougandaise pour traquer les FDLR, pour traquer les ADF à 3 niveaux. Premièrement, pour démanteler les différentes bases que les ADF ont installées dans la partie grand nord de notre pays, avec notamment des usines de fabrication d'armes artisanales. Deuxièmement, essayer de traquer leurs chefs, les numéros 1 de ces groupes qui se sont alliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et troisièmement, sécuriser les projets d'investissement des deux pays, notamment la route qui va aller de Goma jusqu'en Ouganda. On a accepté que le Ougandais vienne, on a accepté que le Rwandais vienne, mais aujourd'hui, on pointe du doigt le Rwanda. Mouzé, en son temps, nous avait clairement dit que les ADF, leur maître, c'est Kaguta Museveni. Est-ce qu'on n'a pas ouvert grandement la porte aux agresseurs qui sont venus de l'intérieur et aujourd'hui, la situation n'est pas résolue? Nelson Mandela était obligé de travailler avec des clercs. Oh, c'est pas la même chose. Non, non, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème, il fallait trouver une solution. Mais aujourd'hui, la mauvaise foi est prouvée. Et cette mauvaise foi, pourquoi on l'imputerait à Tshisekedi?
on imputerait à M. Kagame qui a violé les accords, notamment d'Addis Abeba. D'accord. Vous n'êtes pas l'africaniste, mais vous êtes aussi cadre de l'UDPS. Norbert Yamba, l'état des sièges, peut-on dire que ça n'a pas marché? Peut-on dire que ça n'a pas donné des résultats escomptés? Peut-on dire que c'est un échec? Regardez ce qui se passe dans l'Est. Merci beaucoup, Peter. Un problème complexe, une solution complexe. Il n'y a pas de recette unique. Il faut tenter les différentes recettes. Et ces recettes cumulées vont donner un résultat. Il me semble que c'est dans ce processus que l'état de siège a été pris, qui du reste ne constitue pas la seule recette. Il y a un certain nombre, n'est-ce pas, de solutions qui sont prises par rapport à ça. Mais je voudrais, et je salue naturellement les deux intervenants, les deux prédécesseurs, lorsqu'ils font l'analyse de la situation. Et j'ai beaucoup aimé quand Thierry disait qu'il faut une approche globale. Et dans cette approche globale, il faut savoir identifier les acteurs. Le problème qui se pose à l'est de notre pays est fondamentalement un problème de convergence d'intérêts. Convergence d'intérêts autour de retours internationaux qui sont des multinationales qui ont monté des stratégies de balkanisation des États. Et notamment, les terrains de prédilection, c'est en Afrique. Et vous avez le deuxième intervenant, ce sont de nos voisins. Vous savez qu'on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Rares sont les pays qui changent d'adresse. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, nous avons 9 voisins. Nous sommes obligés de travailler avec eux. Malheureusement, ils jouent un mauvais rôle. Un rôle de sous-traitant par rapport à une stratégie qui a été montée à l'international pour balkaniser les États africains. C'est pas seulement les Congo, vous savez. Exactement. Il y a le Mali qui est dans le viseur. Même le Sénégal, leur terrain de prédilection. C'est pas pour rien qu'il y a toujours des zones de turbulence. Le Cameroun a un problème au nord. La Mauritanie, même. Le Sénégal, la Casamance. Et donc, la perspective aujourd'hui, c'est d'aller dans une approche, il faut construire 80 États. Parce que là, ces États africains deviendront des boutiques réparties entre les Orientaux et les Occidentaux. Et le Congo est dans le viseur. Raison pour laquelle vous avez des rois télé à travers le pays. Sur la théorie du complot, c'est bien, mais quelle est la part de responsabilité du Congolais? Quelle est notre part? C'est bien d'accuser les autres. Non. Mais quand on veut que les Rwandais viennent, que les Ougandais viennent chez nous, et on pactise avec eux, et puis après ils continuent de nous... Bien entendu. Est-ce que des solutions que nous avions prises ne se sont pas révélées aujourd'hui malheureusement mauvaises? La convergence d'intérêts, vous avez les multinationales, vous avez les sous-traitants de la sous-région, vous avez les Congolais, les autochtones, qui visiblement jouissent de certains avantages autour de ça. Moi j'étais à Béni il n'y a pas longtemps, j'étais à Goma, j'ai regardé ce qui se passe. J'ai compris qu'il y a eu une avancée spectaculaire en termes de performance, de rentabilité économique incroyable. C'est que très clairement, c'est une guerre militaro-affairiste qui combine ces 3 entités, etc. et qui devient véritablement un exercice de prédilection pour tout le monde. Alors, vous l'avez dit, et je crois que Paty comme Thierry, ils ont démontré que le président de la République a fait un package de 3 axes. L'axe diplomatique, il faut discuter avec ceux qui sont censés véritablement influencer la guerre, et l'axe politique, où vous voyez de temps en temps on est en train de vouloir travailler avec des Congolais qui font partie véritablement des acteurs majeurs de cette histoire, et vous avez l'acte militaire, l'axe militaire où vous voyez quand même des évolutions sur le terrain. Malheureusement, vous savez, depuis 1994, le Congo est dans le viseur. Vous vous rappelez la monnaie d'Onabéja à l'époque du maréchal. Il y a une étude très pointue qui a été produite aux États-Unis qui démontrait très clairement que, en force de comparer les 5 millions à Kinshasa et la monnaie qui était stable au Kasaï, etc., il était nécessaire. Si l'on divisait le Congo, on pouvait trouver véritablement un avantage économique considérable. Et là, tous les vautours internationaux y ont mis un peu plus d'intérêt pour voir comment est-ce qu'on va diviser le Congo. Alors maintenant, avec la complicité des voisins, ils ont monté dans ce scénario de bonne foi Laurent Kabila. Il faut libérer, semble-t-il,
Mais entre-temps, ils avaient la stratégie opérationnelle. Vous avez la FDL qui infiltre. Vous avez le RCD qui infiltre. Politiquement, militairement, même au niveau de sécurité. Avec des vous avez CNDP qui infiltre. Vous avez M23 qui infiltre. Et tout s'est négocié, tout s'est terminé par des accords où il y a eu intégration. Or, intégration pour préparer naturellement cette balkanisation. Allez à l'est, même à Rutshuru, en fait. Il y a un barrage qui a été construit de 13 mégawatts. 13 mégawatts. Pourquoi faire? C'est pour construire l'autonomie. Il faut faire beaucoup d'intention. C'est-à-dire que quand on dit Rwanda, on fait du Rwanda comme étant c'est pas un pays fort, je ne sais pas quoi. Ah non, c'est vraiment Professeur, pourquoi le multinational, tous ces puissants-là, ils négocient avec le Rwanda, pas avec nous? Est-ce que ce n'est pas un problème de leadership qui se pose aussi? C'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas crédible? C'est comme ça qu'ils négocient avec nous? Non, arrêtez cette histoire de crédibilité, en fait. C'est vrai qu'il y a un problème de responsabilité, en fait. Hein. Nous, politiques, nous avons mal joué. Nous ne sommes pas des élites. Nous sommes essentiellement des hommes, des diplômés, des hommes, des politiciens qui chacun cherche ses dividendes. Mais il faut que nous prenions conscience pour devenir véritablement l'élite, tourner la torche et éclairer l'avenir. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Je ne voudrais pas parler des autres. J'ai vu dernièrement en Guinée, Conakry, qu'est-ce qui s'est passé? On fait un coup d'État à Alpha Condé. Certes, il a dépassé les mandats, mais il faut comprendre que c'était nationaliste. À cause de la Boussite, où les Français voulaient prendre à tout prix, il a négocié un contrat avec les Chinois, il fallait le faire partir. Et qu'est-ce que l'opposition a dit? L'opposition a dit, nous sommes soulagés du départ d'un Condé, mais on ne se pose pas la question fondamentale, pourquoi un Condé doit partir et qui le fait partir? Eh bien voilà, ce sont les mêmes personnes, naturellement, qui veulent prendre nos richesses, et les amis l'ont démontré très clairement, les différentes richesses que nous avons, et qui sont courtisées par ces Occidentaux. Donc, quand on va, et bien voilà, donc, il y a un légionnaire français qui arrive, et pour faire quoi? C'est pour redonner pratiquement les contrats, n'est-ce pas, aux métropoles de prédilection. C'est ça le grand problème. Nous avons un problème ici. Il y a, on peut le dire, agression combinée, etc., mais vous allez voir, il y a des opposants, il y a ceux qui sont au pouvoir. Et pourtant, dans un pacte républicain, nous pouvons dire un seul mot pour que véritablement le Congo puisse influencer toutes ces stratégies, ces laboratoires qui fonctionnent à travers le monde pour nous balkaniser. Parce que l'idéal ici, et je termine par là, c'est de faire de nous 5 pays. Ah bon? Et le Mali, 3 pays. C'est ça l'idéal? Oui, mais c'est le RDC en... C'est ça le plan. C'est le plan. Et d'ailleurs, le Tidjane Gabio, qui est un Sénégalais, il a un cabinet sur la place d'Atlanta aux États-Unis. Il a participé et produit un rapport qui démontre très clairement que le Congo, qu'on le veuille ou pas, tout ce tralala que vous entendez, tel a dit ceci, tel a dit dans telle ou telle province, etc. La perspective, c'est faire d'eux des rois télé. Et faire quoi? Diviser le Congo. Alors maintenant, on aurait pu, si on avait vraiment des élites qui comprennent dans 50 ans, 100 ans, qu'est-ce qu'on cherche, on aurait véritablement créé un pacte républicain, un front commun, où nous disons plus jamais ça. Que ce soit les vautours internationaux, que ce soit les amis de la sous-région, que ce soit les hommes politiques sur l'interne, encore qu'il faut les identifier. Et aujourd'hui, on est dans une sorte de complaisance. Tantôt on dit que voilà, ils font partie de la chose, et personne n'est arrêté, personne n'est interpellé, etc. Et donc, ça devient deux amisettes. Alors moi je pense que vous aussi, vous journalistes, vous devez aider à construire cette opinion nationale, tout ensemble. Sinon, si on ne fait pas quelque chose, et si on ne va pas dans une approche globale, la situation deviendra grave, j'allais dire gravissime, et nous allons perdre notre pays. Parce que toutes nos richesses vont s'évaporer. Je termine pour que mon frère parle. J'ai été à 88, j'ai quitté Bukavu pour venir vers Kisangani, mais je suis passé par Walikale. À l'époque, j'avais trouvé les Chinois en train de faire la route. Et cette route-là, fondamentalement, comme un aéroport. Il y a une autre partie par les Allemands et les Belges. Les Chinois devraient faire cette route-là à 3 ans. Ils l'ont fait à 20 ans. Et vous savez, ils ont trouvé le coltan. Tant qu'on en parle aujourd'hui, etc. Alors maintenant, du côté des Allemands, des Français, ils ont trouvé également des coltans et du lithium. Et ils se sont partagés. Pendant 20 ans,
Pendant 20 ans. Sans que nous soyons véritablement impliqués. Donc il y a un complot, une complotation internationale à laquelle il faut intégrer véritablement dans notre stratégie. Pas seulement le Rwanda. Le Rwanda, on peut le bousculer le même jour. Mais que cette stratégie-là ne peut réussir que lorsqu'il y a une opinion soudée, une synergie gagnante qui défend le Congo et alors le Congolais. Il faut qu'il y ait une synergie gagnante. Monsieur Peterune insiste. Ce que dit M. Mbaemba est vrai dans la mesure où ces laboratoires ont travaillé avec un cas d'école qui a été décidé, c'est le Soudan. Le Soudan a été le laboratoire de test pour qu'au XXIe siècle, on essaye de voir comment les États vont réagir face à la balkanisation. D'accord. Mais est-ce que c'est pas aussi trop facile de jeter de la responsabilité aux autres? C'est la réalité, c'est pas une question de facilité. Et notre part de responsabilité, c'est ce que je voulais vraiment aussi savoir, parce que c'est vrai qu'on peut nous attaquer, c'est vrai qu'on peut vouloir nous déchirer. Mais nous sommes dans la distraction. C'est la question que je veux poser à Isaac Bakoukou. Est-ce que lorsqu'on regarde la RDC aujourd'hui, nous tous, on est dans un état d'esprit d'un pays attaqué en guerre, comme on voit par exemple en Ukraine ou en Russie? Ou est-ce que nous, ici, on est un peu distraits? Pendant qu'on y est, pendant que les gens se battent dans l'Est, nous, on prépare les concerts de Wenge, on est dans les terrasses et tout. Je ne veux pas qu'on interdise des boîtes et tout. Mais est-ce qu'on a cet état d'esprit-là? Et par rapport à ce que dit M. Norbert Mbayamba, cette cohésion interne, est-ce que ça a créé un problème? Est-ce que vous avez, vous, du mal, ensemble, par exemple, de vous retrouver derrière Fathi comme commandant suprême pour le soutenir, à bouter dehors les rebelles? Ou est-ce que vous voulez que lui échoue pour que vous ayez un discours, vous, de l'opposition? Merci. D'ailleurs, si vous avez suivi l'étude du président Moïse Katumbi, il soutient indéfectiblement et totalement le FARDC et il soutient les efforts des autorités congolaises pour que la souffrance... Voilà, il dit « Jamais la guerre n'apporte des solutions. Face à la nouvelle épreuve que nous traversons, soyons tous unis. Tout mon soutien va au FARDC qui se battent avec courage face au légitimement. Le sort des milliers de nos compatriotes en détresse doit être notre toute première préoccupation. » Ça, c'est l'étude de Moïse Katumbi. Quand la nation est en danger, nous devons parler de la même voix. Je reviens avec l'histoire. Il faut savoir que le Congo a été créé par 5 familles. Je crois, frère Abraham m'a complété. 5 familles. La reine d'Angleterre, les Allemands, le roi de Belge. Van Bismarck, son cousin qui était Léopold II. Sont tous des cousins. Son cousin, c'est Léopold II. Donc c'est ça. Alors c'était une entreprise. Une entreprise, les Congo, c'est une entreprise parce que ça veut. Et on a gagné Léopold II pour mais avec l'insiste que ça reste ouvert pour le commerce. Pour le libre échange. Alors, c'était déjà au début. Vous savez que malgré tout ça, malgré que la Belgique avait le Congo, l'Angleterre, ça ne passait pas sur sa gorge. Il y avait un document comme quoi, si le roi Léopold II, le cousin, ne serait pas en mesure de continuer avec le Congo, l'Angleterre a le droit de la préemption, donc de récupérer cette gestion-là. Mais je reviens aujourd'hui au livre de le ministre Moutinga, La République des inconscients. Voilà, aujourd'hui. Nous avons un problème sérieux qui préoccupe toute la nation. Et voyez ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Une distraction. Alors qu'ils pouvaient porter même ce problème, eux, et de comprendre qu'est-ce que nous devons, qu'est-ce que nous pouvons proposer à notre peuple. Qu'est-ce que nous allons suggérer au président de la République? Non, on est en train de jouer parce qu'on veut. La haute cour devient quelque chose de marchandage. Et on discrédite la haute cour. Elle a été discréditée, le fait que Matata n'a pas été jugée. Et aujourd'hui, Matata s'envole, va tchik-tchak. Voilà, tout ça. Revenons dans l'Est. Oui, non, ça fait partie de l'état d'esprit des Congolais. Et il faut poser la question. Les gens ont fêté le 17 mai. Il faut poser la question aux gens du 17 mai, le mouvement du 17 mai. Qu'est-ce qu'ils avaient négocié avec tous ces mondes-là? Ce n'était pas vous. Oui, qu'est-ce qu'ils avaient négocié avec tout ce monde-là? L'entrée de la FDEC. Si vous regardez bien, dès
Dès l'entrée de l'AFDEL, les bots n'ont jamais cessé de faire du bruit dans ces Congos. Les alliés, on leur a demandé de partir, on fait nous naître RCD. Après RCD, les CNDP. Après les CNDP, c'est M23. Et on a négocié avec tout ce monde-là. On a pris tout ce monde-là dans notre armée, dans notre gouvernement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens disent notre armée est infiltrée. Oui, la question est directe. J'en reviens. Okay. Qu'est-ce qui manque que nous puissions faire la guerre directement aujourd'hui? Et les M23 et le Rwanda. On décide d'un état de guerre, on va en guerre. Parce que notre ministre des Affaires étrangères a clairement dit que c'est le Rwanda qui est derrière les M23. Pourquoi on ne décide pas de faire la guerre? Mon frère Yamba Yamba a dit il n'y a que deux options. Soit la diplomatie ou la guerre. Vous avez la diplomatie a échoué. Non, la diplomatie n'échoue pas. La diplomatie, parfois, arrive, ça fonctionne pas. Vous avez suivi Poutine. Il dit, mais si vous n'avez pas les sanctions, il y aura une crise alimentaire. Et pourtant, c'est lui qui frappe en Ukraine. Pourquoi il propose ce genre de choses? Parce qu'il sait que non, s'il continue comme ça sera aussi un problème pour lui. Ce qui est vrai, c'est qu'avec le peu d'éléments, Thierry a parlé, la commission de vérification, parce que quand vous allez acheter les tenues militaires, on sait où vous allez acheter. Il n'y en a pas, bien qu'il y ait cinquantaine de fournisseurs. Quand vous allez chercher les armes, on sait. Mais nous vivons... On est toujours sous embargo. Oui. On est toujours sous l'embargo. C'est déjà injuste. Hein? Nous sommes sous embargo. La sous-représentante du secrétaire général des Nations Unies, l'armée congolaise commence à dire, voilà, ces éléments, ces armes proviennent du Rwanda, sont du Rwanda. Elle demande au M23 de déposer les armes. C'est incompréhensible. Et moi, j'ai apprécié la sortie de Lutundula. Et c'était dans une concert des nations que l'Union africaine, parce qu'on avait toujours, vous savez, j'étais estomaqué, choqué du communiqué du ministre de l'Information. Comment nous pouvons avoir le même état d'esprit, nous allons parler la même voix, quand vous êtes dans le même gouvernement, et c'est lui qui a compétence des affaires étrangères, à des éléments. Et là où il était, c'est pour les affaires étrangères, à des éléments. Et il a démontré A plus B. Moi, un jour à Bruxelles, M. Faustin Twagiramungu, le tout premier ministre du gouvernement Kagame, qui avait dit non. Kagame a une idée claire et précise sur le Congo. Il doit absolument récupérer une partie du Congo qui considère que c'est une partie qui appartient au Rwanda. C'est le premier ministre à l'époque, lui, bon, il n'était plus avec lui, mais il a dit. Okay. Alors, nous pensons que quand nous négocions avec le Rwanda, un Rwandais, quand il vous dit 100 phrases, il faut considérer que 80% des 100 phrases sont des mensonges. Vous pouvez trouver le 20. Alors, ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour agir, nous devons d'abord parler la même voix. 2, il faut développer la diplomatie agissante internationale et nationale. Démontrer la communauté internationale. Bien que vous pouvez avoir des sous-traitants et qu'ils ne travaillent pas bien, qu'ils ne fonctionnent pas bien. C'est multinational. Les lobbying, c'est fait pourquoi? Ils peuvent traiter directement avec la RDC. Et aussi, essayer de nettoyer notre armée. Je n'ai jamais vu au monde, je n'ai jamais vu une armée où nous avons plus de 200 généraux. Et la quasi-totalité de ces généraux sont à la maison. Sans poste, sans brigade, sans division,
c'est unité qu'il commande. Et à quoi seulement avoir les étoiles? Il y a les salaires. Voilà. Il y a une pléthore de généraux. Le brassage, ça nous a créé le problème. Et il y a des gens de M23 là-dedans. Il y a des gens des stands de paix là-dedans. Il y a des gens de RCD là-dedans. Et vous allez nous dire que... Vous avez vu la démonstration de l'Ouganda. Il n'a pas informé l'armée congolaise. Et vous avez vu les résultats. Parce qu'il y a des couloirs de transmission. Okay. Il y a des couloirs de transmission. Et il faut que les services... Il faut que le service de renseignement des faits spéciaux fonctionne, en fait, commencer d'abord à traquer en interne, au niveau de la police, au niveau de l'armée, les tops qui transmettent des informations. Alors, et puis, il faut valoriser ceux qui se battent et ceux qui se disent des résistants, de vrais Congolais, qui puissent aussi participer à ces combats. Parce qu'aujourd'hui, si nous suivons les distractions qui se passent au niveau de l'Assemblée, comme le Congrès, les gens sont on risque de perdre le pays. Ok, donc il ne faut pas être distrait par ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais non, avec c'est une chose. Vous savez, les pays fonctionnent avec les lois, la constitution, les lois et les textes réglementaires. D'accord. On fait des choses parce que on veut placer quelqu'un. On va chercher les textes alors que nous avons un problème urgent. Le type qui est parti, il est du Sénat. Alors, c'est le Sénat qui doit prendre les candidats. Non, on essaie de chercher le problème, on va chercher l'article 30, pour passer au vote, commission paritaire, tout cela. Et ça nous prend le temps. Alors, s'il faut déclarer la guerre, il y a toute une procédure. D'accord. Le comble d'avoir des grandes personnalités sur le plateau, c'est que moi je vais descendre avec vous. Parce qu'eux ils montent beaucoup. Moi je vais commencer à descendre, je vous prends, on monte ensemble. Expliquez-nous sur ce plateau, et la question est directe, elle est simple. Sous mon bouton, ne jouez pas avec nous comme ça. Là je vais vraiment comme le Congolais moyen nous suit. Sous mon bouton, ne jouez pas avec nous comme ça. L'histoire enseigne qu'en 1885, nous étions déjà indépendants, État indépendant du Congo, et ici. Ensuite, avec la gestion du roi des Belges, il a tué, il a coupé les gens. Les gens se retrouvent avec des moignons. Un journaliste a fait le travail, Edmond Morel. Et en 1908, on devient Congo-Belge. En 1914-1918, il y a eu la Première Guerre mondiale avec ce travail que nous avons fait avec les Belges ici, avec la force publique, où même Paul Panda a été prisonnier au Rwanda et puis libéré. 1940-1945, nous avons encore tapé les Rwandais, nous sommes allés jusqu'à Tabora, je pense, selon l'histoire. C'est toujours nous. Sous Mobutu, on ne pipait pas mot. On est même allé prendre un corps là-bas, emmener ici. Tout récemment, avec Mouzé, quand il y avait la guerre, il disait que la guerre serait longue et populaire. La population était quand même galvanisée pour le sens de la gravité du moment. Sous Joseph Kabila, à un moment donné, il y a un certain Mamadou Ndala qui a fait des exploits. Vous parlez des officiers, bon, Maël est mort, mais aujourd'hui, Mbouza Mabé, qu'on sont où. Mais ma question est de savoir, le Grand Congo, vous avez chargé l'étranger, nous avons compris. Mais nous aussi, le Grand Congo, est-ce que les léopards est à terre aujourd'hui? C'est cet examen de conscience que je veux que nous fassions sur ce plateau. Qu'est-il arrivé au Grand Congo aujourd'hui pour que le petit Rwanda puisse nous marcher comme ça à tout moment? Qu'est-il arrivé au pays de Lumumba pour qu'on pleure de mort? Cette injustice dont vous avez parlé avec M. Thierry Monsenepo, on parle de millions de morts dans l'Est, ça passe inaperçu. On voit ce qui se passe en Ukraine, tous les jours sur France 24, mais nous mourons tous les jours comme si c'était normal, cette injustice. Qu'est-il arrivé au Grand Congo? Qu'est-il arrivé au Congo? Quelle est notre responsabilité, à chacun de nous? Nous sommes responsables. En commençant par le président de la République. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous, d'abord, le premier. J'ai entendu et je peux partager des analyses selon lesquelles on a réfléchi pour nous, on a pensé qu'il fallait nous balkaniser, c'est en partie vrai. Mais ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est en grande partie de notre propre responsabilité. Comment? Oui, je suis d'accord. Nous sommes collectivement naïfs parce qu'on ne peut pas avoir une telle richesse telle que a été décrite ici par Thierry Monsenepo, 12% d'eau douce du monde, 55% de massifs forestiers, j'ai dit ici hydrocarbures en pensant, les réserves minières, on ne peut pas vous laisser tranquille. Mais
on construit en ce moment-là. En ce moment-là, on construit les outils de défense à la taille de menace. Puisque nous avons identifié la menace. J'ai suivi le président de la République, puisque tu dis qu'on commence par le président de la République. Je l'ai suivi à la conférence, je pense que c'était au mois de mars, à la conférence diplomatique. Je ne sais pas comment on a appelé ça. Le président de la République a très bien identifié la menace. La menace immédiate, je vais dire. Il y a deux menaces qui sont à l'extérieur, mais la menace immédiate, le président de la République, lorsque vous lisez son discours, il identifie clairement la menace immédiate, c'est le Rwanda. Le voisin, quand il dit, grosso modo, les voisins qui pensent qu'il peut définitivement déstabiliser les... Alors, Lutundula, qu'est-ce qu'il dit? Il pointe du doigt le Rwanda, clairement le Rwanda. Mais qu'est-ce que vous constatez au niveau du gouvernement? Les ministres de la communication et médias, qu'est-ce qu'il vient dire? Mais il n'a pas vu Zelensky, il est ministre de la communication. Est-ce qu'il ne regarde pas la guerre en direct en Ukraine? Voilà le processus de déchéance est parti. À partir de nous-mêmes, Mobutu a construit une armée. On l'a laissé construire une armée. On l'a laissé construire une armée. Mais nous n'avons pas consolidé cette armée après Mobutu. Quand Mosé arrive, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les officiels, ceux qui avaient été formés dans le meilleur secours du monde. On les envoie ailleurs. On les remplace par des Kadogo. Les BEM et les TEM, hein? Les brevetés d'état-major, voilà. Les techniciens d'état-major. On les remplace par des Kadogo. Et par les étrangers. Il y a un étranger, un Rwandais qui était ici chef d'état-major. James Kabarebe. Alors, c'est un processus qui nous amène avec ça. Ça, c'est sur le plan sécuritaire et sur le plan de la défense et le plan militaire. Mais l'école, la fonction publique, tous nos services de sécurité. Donc, ça veut dire que nous avons consenti nous-mêmes à laisser nos pays atteindre les niveaux où nous sommes aujourd'hui. Tu venais de le dire. 15 millions de morts en 25 ans. Notre cas n'est pas comparable avec les autres cas, je ne suis pas d'accord. Nous avons 15 millions de morts en 25 ans. Le plus grand massacre, le plus grand massacre après la Seconde Guerre mondiale. Et personne ne bouge. Même les Congolais, même nous ne sommes pas émus. Lorsqu'on dit que 15 millions de nos compatriotes sont tombés en 25 ans, nous ne sommes même pas émus. Nous-mêmes les Congolais. Alors que le Rwanda a eu son tribunal pénal après le génocide. Alors que au Liban, il y a eu un premier ministre qui est tombé avec 10 gardes de corps. Il y a eu un tribunal pénal. Nous avons les rapports mapping. Pourquoi notre gouvernement n'introduit-il pas au niveau des Nations Unies, au niveau des mécanismes légaux, le droit de demander à ce qu'on instaure au Congo un tribunal pénal contre les crimes commis au Congo? Qu'est-ce qui empêche notre gouvernement de le faire? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Nous avons le rapport mapping en 10 ans, mais depuis la fin du rapport mapping jusqu'à aujourd'hui, les massacres ont continué. Il faudra avoir un supplément du rapport mapping. Mais c'est à nous de bouger. C'est à nous de bouger. C'est-à-dire que, je veux dire que, arrêtons de nous arrêter sur la balkanisation, ça n'a pas marché. Je vous dis, ça n'a pas marché, grâce à notre peuple. Grâce au Maï. Ah oui, en grande partie. En grande partie. Les résistants. En grande partie. Nous n'aurions pas été là qu'une partie de notre pays serait déjà partie. Et donc, la balkanisation, moi, oui, la théorie et le complot existent. Mais je dis qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas intégré la notion du peuple congolais dans leur calcul. Ils n'ont pas intégré la notion de la résistance congolaise. Le Nord Kivu s'identifie plus à Kinshasa qu'à Kigali. En 2004, avec Gilles Moutebouzi, oui. Bukavu tombe. Bukavu est tombé. À 2000 km de Bukavu, ici à Kinshasa. Le peuple Monique il détale, il va à Brazzaville. Monique. Ils étaient là-bas vers le Kinnaboa et tout ça. Monique, le peuple congolais s'est mis debout. Monique, l'ancêtre le papa de il détale, ils vont à Brazzaville. Ça veut dire que les calculs qu'ils ont fait ailleurs pour balkaniser notre pays, ils n'ont pas intégré la notion de résistance congolaise. La résilience du peuple congolais. Ils n'ont même pas intégré nous. Ils veulent prendre nos terres en nous éliminant. Ils n'y arriveront pas. C'est à nous de mettre de nous-mêmes. C'est à nous de prendre conscience de notre propre pays. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit Thierry Monsenepo? Non, parce qu'une diplomatie, quand on dit... Quand je dis... des Rwandais, des Ougandais, Thierry Monsenepo a dit dans la vie sociale en Afrique du Sud avec Mandela... Non, on n'est pas d'accord. Avec Mandela, c'est pas la même chose. Il n'a pas eu 25 millions, il n'a pas eu 15 millions de morts en Afrique du Sud. Comparons ce qui est comparable.
C'est un fonds de commerce rwandais. Donc, c'est un fonds de commerce rwandais. Au Rwanda, il y a eu 700 000 morts pour les génocides. Et il y a eu un tribunal pénal international. Nous, on a à 15 millions depuis 25 ans. Même pas un procès. Comme si la vie congolaise n'était pas une vie humaine. Le président de la République, quand je dis qu'il a poussé, c'est vrai, la diplomatie, elle est souhaitable à la guerre. Mais une diplomatie efficiente est assise sur des agrégats. Une diplomatie efficiente est assise sur des agrégats. Ça veut dire que pour avoir une diplomatie forte, il faut avoir un outil de défense à la taille de menace. Vous identifiez la menace, vous avez l'outil de défense à la taille de cette menace. À ce moment-là, vous pouvez négocier en position de force. Sinon, chef là, nous négocions en position de faiblesse. En position de faiblesse, et Rwanda rigole de nous. Parce que chef Rwanda ne respecte rien. Regardez le mécanisme. Tout ce que nous avons trouvé, c'est d'aller accuser les Rwandais au mécanisme de contrôle de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est du n'importe quoi. Il y a 2 mois, les M23 a tiré sur l'hélicoptère de la MONUSCO. Oui. Ah, tu vois, oui, casque bleu. Oui, casque bleu. Les mécanismes des accords d'Addis Abeba ont fait des enquêtes, ont trouvé que c'était les M23 qui avaient tiré. Qu'est-ce que la communauté a fait? Rien n'a changé. Rien n'a changé. Ça veut dire que nous devons d'abord... On doit arrêter de nous plaindre, de pleurer. Il faut arrêter. Nous devons mettre en place un outil de défense à la taille de menace. Est-ce que nous sommes en mesure de nous battre avec le Rwandais? Nous sommes en mesure de mettre en place un outil de défense à la taille de menace. Nous avons identifié la menace immédiate. Et la menace et les diverses menaces à venir, c'est à nous de construire l'outil de défense à la taille de menace. Et nous regardons l'Ukraine. Il n'y a pas de vie sans nation, mes frères. Il n'y a pas de vie sans nation. Les autres ne peuvent pas concevoir notre mort. Et nous ici, consentir que oui, nous acceptons. Et on réfléchit que nous devons être balkanisés. On réfléchit. Je dis non. Nous sommes capables de mettre en échec ces calculs-là. Nous sommes capables, si nous le voulons. D'accord. Merci, M. Peter. Je voulais, avant de répondre à votre question, revenir sur certains éléments que mes frères ont eu à dire ici. Premièrement, lorsque je parle de Frédéric de Klerk et de Mandela, je ne parle pas d'une comparaison sur le nombre de morts. Ce serait hystérique de ma part de comparer le nombre de morts que l'apartheid a eu à causer et les guerres en RDC. Ça n'a rien à voir. C'est dans le sens de l'approche. L'approche en vue d'obtenir un résultat qui est la paix et la collaboration. C'est dans ce sens que j'ai donné cet exemple. J'ai aussi entendu ici, mon frère a dit qu'il y a eu une distraction générale. Oui, il y a eu une distraction générale, mais ça ne vaut pas la peine de citer l'Assemblée nationale et le Sénat en ce qui concerne la Cour constitutionnelle. Le débat démocratique, il se situe à quel niveau? Il se situe justement dans les échanges épistolaires, d'idées, de contrariétés, mais qui restent dans les règles prévues par les lois. Voilà. Donc, lorsque le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat discutent sur l'approche et les choix qui doivent être portés sur le prochain remplaçant du juge qui est décédé, perd son âme, ce n'est pas une distraction, c'est des approches démocratiques. On ne va pas interdire pendant que ça tire à l'Est que nous soyons ici en train de discuter. Ça n'empêche pas que maintenant on est en train de discuter ici que la chaîne de dépenses fonctionne. Ça n'empêche pas pendant qu'on discute ici que les avions décollent, que la RVA recense les avions qui survolent notre État. On n'est pas dans une situation. Donc il faut comprendre, on est dans une situation. Qui demande une attention particulière. On est dans une situation particulière, oui, mais qui ne peut pas empêcher le bon fonctionnement des institutions. Il faut faire un distinguo. D'accord. Maintenant, lorsque vous dites que notre armée est infiltrée, je ne partage pas cet avis. Notre armée n'est pas du tout infiltrée. Non. Notre armée a un problème. Avec tous ces officiers. Notre armée a un problème, mais écoutez. Les brassages ont eu lieu, certes. Il y a de mauvais éléments, oui. Mais ça ne signifie pas que tous ceux qui ont été dans les anciennes rébellions sont des mauvais éléments. Nous avons un bon général, commissaire général ici de la police nationale congolaise, c'est un ancien MLC, le général Amouli. Ne fait-il pas bien un bon travail ici à la tête de la police nationale congolaise? Donc il faut bien faire le distinguo. Ceux qui posent souvent problème, on dit qu'ils sont du CNDP. Non, 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 écoutez, il ne faut pas aller dans les généralistes comme ça. Il ne faut pas aller dans les généralistes. Il ne faut pas aller dans les généralistes. Il ne faut pas aller dans les généralités. Nous sommes des responsables ici. Ce qu'on dit, il faut qu'on fasse très attention parce qu'il s'agit de nos hommes de troupes. Mais même le président de la République. Attendez, M. Peter, s'il vous plaît. À l'égard de l'armée. Vous avez dit ici, M. Peter, qu'est-ce qui nous empêche de faire la guerre contre le Rwanda? Mais écoutez, un État ne réagit pas sur base des vues d'esprit et sur base des réactions. C'est vrai, en tant que national, vous avez cette envie que finalement on en finisse. Oui, nous tous on a cette envie, mais l'État ne réagit pas comme ça. L'État réagit comment? Il y a des plateformes où la RDC est inscrite et où il y a des processus prévus.
en vue d'aller vers l'escalade ou le désescalade. Pati Katanga n'est pas d'accord. Hein? Bah écoutez, Pati Katanga et du Maï Maï. Les Maï Maï aujourd'hui, ils ont leur façon de voir les choses. Mais les nations modernes évoluent d'une autre manière aussi. 15 minutes. Si nous condamnons aujourd'hui les États-Unis pour l'attaque sur l'Irak, c'est puisqu'ils ont brûlé l'étape que nous, les nations modernes, nous nous sommes fixés. C'est-à-dire, il fallait l'accompagnement des Nations Unies. Pendant ce temps, les gens... Donc, vous n'allez pas... Mais écoutez, il faut respecter les accords que nous signons. Nous avons eu un accord cadre d'Addis Abeba que notre pays a signé. Ce n'est pas au président de la République parce que Peter le demande avec son air qui en a marre du Rwanda de lancer la guerre. Il y a un processus. Nous avons accepté ce processus. Ce n'est pas puisque votre voisin viole les dispositions des processus que vous avez tous mis d'accord que vous allez le suivre. Non. Non, s'il vous plaît. Votre voisin vient violer. S'il vous plaît, M. Peter, laissez-moi continuer à parler. Vous êtes dans les processus. Donc, c'est tout à fait normal qu'un État responsable puisse respecter le fait que d'abord ces preuves contre un voisin qui a appuyé une rébellion qui s'appelle M23, que ces éléments puissent être déposés là où il faut, tel que prévu par les textes. Sinon, ça ne sert à rien, les textes et les ratifications que nous signons de gauche à droite. Ok. Ici, mon cher ami, c'est vrai, je sais que c'est sous l'émotion, c'est la colère que nous tous nous partageons, il a dit que non. Lorsqu'un Rwandais parle, c'est 100 phrases de mensonges ou 80. Je comprends cette colère. Je comprends cette colère. C'est le Rwandais. Mais je pense que nous, en tant que peuple, nous avons des bonnes relations avec les Rwandais. Il y a des personnalités au sein du gouvernement rwandais, au sein de l'appareil militaire et sécuritaire rwandais, qui ne sont pas en phase avec notre pays. Mais entre les Rwandais et les Congolais, il n'y a aucun problème. Donc je ne veux pas ici cautionner que l'on dise que les Rwandais en général sont des menteurs. Je ne partagerai pas ça. Lorsque vous dites que sous Mobutu, on ne nous a pas tangué ou quoi, cite-moi une seule guerre que l'armée de Mobutu a gagnée. Seule. Cite-moi une seule. Vous dites seule. Je vous dis, cite-moi une seule. Non, une bonne armée gagne seule sa guerre. Cite-moi une seule. Il n'y en a pas. À chaque fois Mobutu. Citez. Je peux t'aider. Je vous en prie. Non, je ne réponds pas aux questions. Je vous en prie. C'est entre vous. D'accord. Citez. L'armée de Mobutu, je vais commencer bataille par bataille. Hein? L'armée de Mobutu a été au nord du Tchad, dans les Tibestis, dans Afaya-Large. Nous parlons de notre pays. Nous ne parlons pas des 180 commandos aïrois qui sont partis au Tchad. Non. Nous parlons des guerres, mais nous parlons de notre pays. Il avait une armée et une armée debout qui était capable d'aller se battre au Tchad. Qui était au Biafra. Je pense que M. Katanga va me perdre dans mon raisonnement qui est très logique. Lorsque je vais conclure, il va comprendre. L'armée de Mobutu n'a gagné aucune guerre ici. Elle a à chaque fois été accompagnée des forces extérieures. Ce Mobutu n'était pas humilié comme aujourd'hui. S'il vous plaît, M. Peter. Qu'est-ce qui a fait la faiblesse de l'armée de Mobutu? Qui a fait qu'à chaque fois la France vienne l'aider, les Marocains viennent l'aider, les Nations Unies viennent l'aider? C'est le clientélisme qui a toujours gangréné notre armée jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait la faiblesse de l'armée de Mobutu? Lorsque les généraux Mbunza avaient le vent en poupe, c'est tous les officiers, sous-officiers Mbunza qui montaient. Les autres étaient mis de côté. Lorsqu'Étienne Tshisekedi devient opposant, tous les officiers Luba sont mis de côté. À chaque fois, c'était le même système. Et ça n'a pas donné une armée nationale, ça a donné une armée des généraux spécifiques par rapport à leur tribu. Et c'est la même chose qui a affaibli notre armée jusqu'aujourd'hui. Mais d'où vient maintenant? Depuis les Belges, ceux de l'Équateur étaient toujours du côté de l'armée. C'est même comme ça que le Lingala a pris de la place ici à Kinshasa. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale... Non. Bon, ça c'est l'histoire. Vous avez parlé de l'armée de Mobutu. Ne revenons pas à la force publique, s'il vous plaît. Maintenant, lorsque vous dites que où est la distraction, où est la responsabilité de l'homme congolais? Mais sa responsabilité, elle est visible. Laquelle? Elle est visible par rapport à un seul élément, mon cher ami. Vous, M. Peter, aujourd'hui, vous ne pouvez pas continuer d'exister si vous ne tenez pas compte de votre passé, de ce que vous avez été depuis votre enfance, de ce qui vous a moulé pour devenir Peter. Nous oublions souvent, à cause de certains souverainistes qui, pendant la période de colonisation, ont été étudiés en Belgique, en France, ont été brimés par les Blancs, sont venus ici avec un discours que nous pouvons tout faire tout seuls, oubliant la genèse de notre pays. Mon frère l'a si bien dit.
Comment est née la République démocratique du Congo? Des intérêts convergents de quelques individus qui ont associé les nations. Si demain nous voulons mettre fin à tout ça, maintenons en compte une seule chose. Lorsqu'on parle de notre intérêt, tenons compte des intérêts de ces gens-là. C'est ce qui nous a toujours manqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Mais je vous... Non, je vous ai dit ici, mon frère a parlé de la jeunesse de notre pays. Je ne vous parle pas du Rwanda. Le Rwanda n'a jamais... Le Rwanda n'a rien à voir avec l'existence de notre pays. Je vous dis, il faut qu'on se dise une chose. Nous sommes devenus la République démocratique du Congo par une histoire. Cette histoire tient en compte la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, la France. Nous ne pouvons pas continuer à évoluer sans tenir compte des intérêts de ces partenaires. Question de relance, Jean-Pierre Moussel. Alors, il faut ce dossier, que nos souverainistes, dont un ici à ma gauche... Le Mali a coupé avec la France. Le Mali vient de couper avec la France. Et le Mali va bien. Arrêtez, ça c'est sous les propagandistes. Ça c'est la propagande du Rwanda. Vous faire la propagande du Rwanda. Mais qui a cité le Rwanda ici? Le partage de richesse. Qui a cité le Rwanda ici? Qui a cité le Rwanda ici? 15 millions de morts. Qui a cité le Rwanda ici? Mais c'est pas possible. Je parle, vous ne m'écoutez même pas. Ah non. Alors, si vous parlez des procès d'intention, gardez-les pour vous. Moi, je suis scientifique. J'ai lu en sourdine. Non, vous n'avez pas lu. Vous avez imaginé et vous emmenez votre vue d'esprit dans le débat. C'est mesquin. Moi, je vous dis, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas exister par nous-mêmes. Je suis sûr que nous pouvons exister. Nous sommes obligés, dans le monde d'aujourd'hui, d'évoluer avec tout le monde. Nous sommes obligés d'évoluer avec tout le monde. Cette histoire de vase clos que les souverainistes qui ont connu des brimades des Blancs là, à l'époque de la colonisation, ils doivent oublier ça. Nous devons nous émanciper. Excusez-moi. D'accord. Allez. Ça devient vraiment intéressant. Allez-y, ça devient vraiment intéressant. Non. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire passer. Sincèrement. Moi, je voudrais que les souverainistes prennent la responsabilité. Aucun État au monde n'a été prospère si jamais il n'y a pas eu une autodétermination. Exact. Oui, mais pas des Aucun souverainistes. étranger ne peut faire le développement des visionnaires, oui. Pas des souverainistes. S'ils ont construit un État qu'ils ont fragilisé, notre rôle, c'est de restaurer un État non fragilisé. Un État qui ne tient pas compte de ce qu'a été la stratégie montée par les étrangers. Jamais l'étranger peut être au service des autochtones, non. Non. Et c'est comme ça que l'Afrique est malade, en recrutant le petit roi Télin par-ci, par-là, pour être au service, pour parler à leur place, pour montrer qu'ils doivent jouir de leurs richesses et venir chez nous jouir de nos richesses. Ah, il faut que ça s'arrête. Et donc, si nous voulons vraiment nous en sortir, il faut restaurer notre immunité pour que nous soyons résistants vis-à-vis de ces gens qui nous ont infantilisés pendant plusieurs années, où nous n'avons pas réfléchi, pour transformer nos matières, pour transformer nos richesses, pour jouir de nos richesses. Il faut que ça s'arrête. Il faut donc changer d'échelle. Si vous voulez monter sur un arbre, vous avez utilisé un escalier. Ça ne marche pas. 80 ans de colonisation, 70 ans d'indépendance. Ça ne marche pas. Changez d'échelle. Ça veut dire... Ça veut dire ouvrez-vous aux autres. Ça veut dire il faut sortir. Excusez-moi, je vous ai écouté. Il faut sortir de l'approche eurocentrique. L'approche eurocentrique, s'il vous plaît. L'approche eurocentrique, elle est fondamentalement rentabilité externe. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de picoter. Et d'ailleurs, Thierry, comme Patti l'ont dit très clairement, nos richesses. Nous sommes victimes de nos richesses. Et l'approche hérocentrique, qui a ta rentabilité externe, vient chercher de la richesse pour aller les transformer chez eux, créer des emplois chez eux et trouver du travail pour leurs compatriotes. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Le Congo n'est pas né par les 5 familles. Non. Je voudrais également dire, par rapport à ce que disait tout à l'heure mon frère Thierry. Ça, c'est quelle histoire? Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. On n'existait pas. Avant les 5 familles. La République demande. Je m'excuse beaucoup. La République demande. Nous, en tant que peuple, on n'existait pas. Je m'excuse de nation. J'ai la parole. Non, non, c'est monsieur Yamba. C'est mon frère qui a la parole. Vous êtes toujours. Donc, ça, c'est la propagandiste rwandaise. Non, c'est pas vrai. Putain, protégez-moi. Protégez-moi. C'est pas possible. Lorsque mon frère, mon oncle parlait de la distraction générale,
il était dans la logique de priorité de la hiérarchisation des besoins dans les traitements des dossiers. Ok. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent? Qu'est-ce qui n'est pas? Et voilà, qu'est-ce qui est prioritaire? Aujourd'hui, nous sommes attaqués. On en a marre. On est au bout. On fait quoi? Il faudrait une synergie gagnante. Des différentes institutions qui réfléchissent pour comment sortir de cette situation. Les gens sont en train de discuter. En train de faire discussion pour positionner quelqu'un comme la Cour constitutionnelle qui ne donne pas souvent des résultats. Arrêtez! C'est des conneries, ça. Je voudrais également dire que... La Cour constitutionnelle, c'est une connerie. C'est grave, ça. Je voudrais également... Sous-entendu, si vous n'avez pas de pays, la Cour constitutionnelle, vous la faites où? C'est un membre qui a la parole. Oui. Thierry semble nous reprocher d'avoir dit qu'on a infiltré. J'aime quand vous interrogez. Quand on parle africanisme. On a infiltré là, je vous retrouve. notre armée. S'il te plaît, Thierry. Notre armée a été filtrée de fond en comble. Quand on regarde la stabilité avec le maréchal Mobutu, il y a eu moins d'infiltration que les 20 dernières années. Ça, c'est certain. Et cela nous a coûté cher. On a connu des généraux, visiblement venus de l'extérieur, mais qui ont rejeté nos institutions, que ce soit politique, militaire, sécuritaire, etc. Et ça, c'est un drame. Et nous serons jugés par l'histoire et les générations futures. Et beaucoup de gens endosseront les responsabilités. Et ça, il faut vraiment que cela soit dit à ciel ouvert. Et notre génération, c'est une génération de défis. Nous devons le dire clairement. Et si nous ne le disons pas, nous utilisons la complaisance, l'hypocrisie. Nous allons en pâtir pendant plus de 2 siècles. Je voudrais également dire que les accords, oui Thierry, les accords existent. Et si on tenait seulement compte des accords, il n'y aurait pas la guerre en Ukraine. Il faut qu'à un moment donné, que l'on affirme son autonomie, on affirme son leadership, on sache quels sont les vrais intérêts de la République. Et sur base de ces intérêts, on peut bien s'engager. Je termine en disant que... Quel est l'accord de l'Ukraine dont vous faites allusion? S'il vous plaît. Non. C'est important. Monsieur Mbemba a parlé des accords en Ukraine. Quel est l'accord? C'est le 27 mai. Oui. On a qui aurait empêché la guerre? Non. Oui. La paix, au moment où Chirac, Bill Clinton et Boris Yeltsin se sont retrouvés à Paris pour transformer la guerre entre blocs. La Russie. Il y a eu un accord? Il y a eu un accord. Comment il s'appelle cet accord? Comment il s'appelle cet accord? Je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Je suis obligé de vous interrompre parce que Mme doit chuter. Je voulais simplement dire que quand on a tenté une expérience, si ça ne marche pas, il faut savoir opter pour une nouvelle expérience. Et la nouvelle expérience aujourd'hui, c'est donc l'élite politique doit devenir véritablement responsable. Savoir prioriser ce qui peut débloquer notre pays. On est plus pris dans un engrenage d'intérêt de positionnement. Mais savoir définir, parce que même des questions, des questions questionnantes qui auraient pu véritablement s'effectuer au niveau des institutions de la République, etc. Ces questions ne sont pas suffisamment discutées. Vous voyez comment on prend du temps pour désigner un juge, etc. C'est ça, c'est ça les raccourcis à la zaïroise. Et c'est ce qui doit s'arrêter. C'est cela, le raccourci. Thierry dit, tout doit fonctionner. Oui, tout doit fonctionner. On est ailleurs. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a une priorité, non? Tout doit fonctionner. Ça dit qu'on ne va pas empêcher les gens de manger. Il faut manger, pourquoi pas? Mais est-ce que quand il y a la guerre en Djili, là, donc, au lieu de savoir se protéger, il faut d'abord manger, etc. Oui, le manger va venir. On ne va pas mourir, ça ne va pas nous empêcher de dormir. Mais battons-nous pour que véritablement cette guerre de Djili soit retardée. Et je termine en disant, tout ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, c'est un combat qui nous a été mené par les puissances extérieures. Et qui ont neutralisé des gens comme Lumumba, comme Modibo Keïta, comme Kwame Nkrumah, tous des gens qui ont étudié les souverainistes, tous ces souverainistes, qui sont des grands esprits supérieurs, qui étaient en avance par rapport à leurs époques, pour nous soumettre à un rythme où nous devons obéir
L'idéal civilisationnel, c'est eux. L'unité de mesure, c'est eux. Et nous devons faire comme eux, parler comme eux, rigoler comme eux, nous habiller comme eux. Et nous aurons trouvé notre fils. Arrêtez! C'est des conneries. Et notre génération doit être aujourd'hui dans une perspective long-termiste. C'est-à-dire, à 2063 déjà, on a dit, l'Afrique est très faible. Très faible parce qu'on a été saucissonné. On est 54 États. Et tous ces laboratoires envisagent que nous allions à 80 États. Et nous disons qu'il faut que ça s'arrête. Créons un État fédéral d'Afrique. Créons un interlocuteur pour discuter avec ces gens et pour restaurer nos intérêts. Kadhafi a voulu ça, mais on sait comment il a fini. La guerre ne s'arrête pas par la mort d'un individu. C'est tout un état d'esprit. Encore que ce débat soit de mise pour que les générations en génération partagent véritablement cette vision pour que demain, en 2100, l'Afrique revienne comme la plus grande puissance du monde. D'accord. Avant que nous prenions le dernier tour de table pour la question de piste de solution, votre réaction par rapport à ça. Certains estiment qu'il faudrait rappeler notre ambassadeur là-bas et puis demander à Karega de rentrer chez lui. Vous en pensez quoi, vous? Pour démontrer déjà le signe que ça ne va pas, Karega ne pouvait pas se la couler douce ici à Kinshasa, l'ambassadeur rwandais ici. C'est ainsi que je... Thierry Monsénégo déjà n'est pas d'accord. C'est ainsi que je parlais... Vous posez à mon frère. C'est ce que je parlais. Je parlais des deux options, la diplomatie et la guerre. Le mesure de rétorsion, on peut renvoyer l'ambassadeur. On peut rappeler notre ambassadeur pour consultation. Ce sont des mécanismes, de procédure, tout ça est consort. Mais M. Thierry ne doit pas nous dire que non. Si nous devons vivre avec les autres, et les autres, ces autres doivent avoir une suprématie sur nous. Oh, j'ai dit ça quand? Quand on est dans une coopération, un contrat bilatéral, il y a des droits et des obligations. Oui. Et si l'une des parties ne respecte pas la convention, et l'autre va faire quoi? C'est ça. Parce que vous... Oui, allez-y. Oui, c'est ça. Donc, j'ai dit, il faut se dissocier. Je parle de politique rwandais. Je n'ai pas parlé du peuple rwandais. Vous avez parlé des Rwandais. Oui, Rwandais, mais on parle politique ici. Heureusement que vous précisez maintenant. Heureusement. Ici. Et je cite une personnalité. Heureusement que vous précisez. Le Premier ministre, Faustin Twagira Mungu. Donc, j'ai cité et je sais de quoi je parle. Heureusement que vous précisez. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, on a trouvé les oublis de marques. Le Rwanda avait acheté. Le Rwanda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a nié. C'est un mensonge. Je sais qu'il n'avouera pas, mais c'est dans le système. Les génocides, nous savons. Le pays le plus formidable qui puisse exister en termes linguistiques et spatiaux, c'est le Rwanda. Il n'y a pas une limitation territoriale entre l'espace, entre le Hutu, le Tutsi et le Twa. Ils vivent ensemble. Ils n'ont qu'une seule langue. Allez-y comprendre que ces gens puissent avoir un génocide chez eux. Moi, Faustin a dit, pour avoir le pouvoir, il faut abattre l'appareil de président Abiyarimana. Oui, il ne faut pas, dans ces histoires-là, prendre les choses à la légère. D'où moi, j'ai toujours beaucoup de respect à mes frères Bembe et les Maïmaï qui se battent pour la résistance de ce pays. Quand l'Ukraine, Poutine s'est... Vous connaissez, Poutine s'est réveillé comme ça en attaquant l'Ukraine. Il y a eu des arrangements, des accords entre l'OTAN et la Russie. Et c'était le 27 mai. On a célébré ça, je crois, hier, où on a montré la photo de Bill Clinton, de Helsinki et Chirac. Nous devenons des partenaires. Les accords de Minsk, vous voulez parler de ça? Oui, vous voulez parler de ça? Les partenaires, l'OTAN et la Russie. C'était la réunion de Minsk. Vous voulez parler de l'accord de Minsk? Non, je parle... De quels accords? Soyez précis, s'il vous plaît. Ces accords-là n'ont pas été vraiment juridiques. Ça n'existe pas. Non, ça existe. C'est des accords, c'est des accords verbaux. C'est pas des accords. Non. Verbaux, écrits, c'est un accord. S'il vous plaît. C'est un accord. Oui. Ce qui fait que il y avait des arrangements, des limitations
où l'OTAN ne pouvait pas aller au-delà, là où il pouvait aller, tout ça là, il consomme. Ça existait. Il y a même un accord écrit, s'il vous plaît. Lequel, monsieur? Je vous excuse, lequel? Il y a eu un accord écrit. Lequel? Avec Mikhail Gorbatchev, lorsqu'il fallait éclater, parce que vous parlez de la Russie, mais c'était l'Union soviétique. Oui. Non, mais là, je parle de la Russie à l'époque de Helsinki. Bien entendu, Helsinki, oui, Helsinki est venu avec Mikhail Gorbatchev. Cet accord écrit est où, monsieur? D'accord. Ça n'existe pas. Alors, Non, ce n'est pas que soit. L'OTAN demande qu'on brandisse ça. Il est où? C'est que monsieur Mbamba, c'est où ça se trouve? Un accord verbal ou écrit, ça reste. Et le résultat de Non, on est au XXIe siècle, les accords sont écrits. C'est un arrangement, ça reste. Non, non. Les accords sont écrits. Ne nous embrouillez pas avec des accords où les gens s'arrangent autour d'impôts, ainsi de suite. Allez, poursuivez. Alors, c'est pas comme ça qu'il est réveillé et dit voilà, je dois attaquer l'Ukraine. Il a commencé avec quoi, la Crimée. Il savait pourquoi. C'est un voyou. Non. Poutine est un voyou. C'est pas un voyou. Tu ne te réveilles pas un matin, tu attaques un pays parce qu'il a pris une décision souveraine d'intégrer l'OTAN. Ah non. Ça, c'est être un voyou. Ça m'étonne que, à votre niveau et à votre intelligence, vous souteniez un tel monsieur. Il faut que je récupère. Nous sommes la République démocratique du Congo. Un matin, parce qu'on intègre l'Union économique des États de l'Afrique de l'Est, un pays comme Brazzaville dit, comme vous avez intégré, je vous bombarde. Mais dis donc. Oh, mais dis donc. Non, mais ici on est responsable, on n'est pas le Je vous ai pas interrompu. Il faut considérer qu'un accord verbal ou écrit, ça reste un accord. D'accord. Ok. Troisième chose, Thierry, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que le Zaïre avait une armée. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Kadhafi. Et Kadhafi nous a dit, si j'avais une armée comme l'armée zaïroise, j'allais conquérir une très grande partie de l'Europe. Cette phrase de légende là, je la connais aussi. Voilà. Parce qu'il nous avait reçu les gens de la diaspora. Il nous avait reçu. Une phrase de légende. Là-bas chez lui. Et 36e parallèle. Et quand tu vois l'histoire des Congo, on a une forte armée, mais malheureusement, très mal gérée. Vous avez suivi, à l'époque où Kabila était au pouvoir, vous avez avance, Baroum avance, stopper, machin, stopper, machin, tout ça là. Mabalunda là, peuple derrière, les sorts, c'était quoi? Tous les meilleurs généraux. Et vous devez savoir que les militaires zaïrois étaient des militaires mieux formés. Il ne s'appelait pas colonel Claude. Là, vous avez on sait pas. Le militaire zaïrois était bien formé. On ne sait pas celui qui va en Angola, 3 mois, il revient colonel. Mais le militaire, c'est pas l'armée. Vous comprenez? Donc, et il y a eu un déclin de l'armée, les éléments étaient là. Il parle de la consommation des éléments de l'armée zaïroise, que l'AFDEL n'a pas voulu les consommer. Et c'est par après que Kabila a quand même essayé de les consommer, mais en le voyant, nous ne savons pas pourquoi, tous les meilleurs généraux qui étaient au front, ils sont tous partis. Donc il y a moyen de reconstruire notre armée avec une politique militaire bien claire et précise et mener une diplomatie. Si ça ne fonctionne pas, on peut déclarer un état de guerre avec le Rwanda. Advienne que pourra. C'est sûr que nous existions. Piste de solution à tous ceux qui nous ont suivis de manière succincte. Chacun va avoir 3 minutes. À ce stade, on fait quoi? Par extraordinaire, si vous étiez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il nous suit, assez souvent d'ailleurs, si vous devez dire au président de la République à ce stade, on fait quoi? Que devons-nous faire? Pati Katanga. L'objectif, la souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont pas négociables. L'objectif a été. Le président de la République a identifié la menace. En tout cas, la menace immédiate. Il est dit lui-même à la conférence diplomatique. On sait que la menace immédiate sur le Rwanda, et nous avons un problème au niveau de l'armée. Le Tundula a bien doigté que c'était le Rwanda, puisque nous avons des faiblesses au niveau de l'armée. Et nous avons identifié la menace. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous voulons atteindre quoi? Quel objectif à atteindre? C'est que notre souveraineté, notre indépendance, notre intégrité territoriale ne soit jamais négociable.
Donc, il faut construire un outil de défense à la taille des enjeux. Il faut construire un outil de défense à la taille des enjeux. Et cet outil de défense passe, je pense aujourd'hui, le président de la République le sait, la mise en place d'une loi quinquennale de programmation militaire. On ne construira pas l'armée d'un coup de baguette magique. C'est un processus. Il faut la programmation. Nous allons subir alors, pendant ce temps. Non, nous n'allons pas subir, nous allons limiter les dégâts. Et nous sommes en train, vous avez suivi nos militaires au front. Les militaires à comportement patriotique. Nous les avons souvent fustigés, nos militaires. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se comporter patriotiquement. Vous leur félicitez. Je les félicite aujourd'hui. Quand ils font du bon travail, seulement aujourd'hui. Quand ils font du bon travail, nous souvent. Voilà, ils sont là, le travail n'était pas bon. Je ne pouvais pas. Aujourd'hui, nos militaires sont en mais on ne va pas s'arrêter là. La menace est à nos portes. Il faut construire un outil à la taille de défense, c'est-à-dire il faut une loi de programmation militaire qui va étaler les objectifs à court, à moyen et à long terme que notre armée doit atteindre et mettre le moyen qu'il faut. Je serai président de la République. Je pense que 10% de notre budget national doit aller à l'armée. C'est-à-dire aux environs de 1 milliard de dollars. Okay. Donc, c'est comme ça que nous pouvons planifier en 5 ans, avoir commencé à atteindre nos objectifs, avoir une armée sur laquelle, avant d'attaquer le Congo, il faudra réfléchir 2 fois. On doit faire peur, alors. Une armée dissuasive. Très une armée qui était... Je vais en terminer là, parce qu'on a cité Mobutu. Et je pense que si nous ne reconnaissons pas les mérites des autres, nous sommes en train d'aller... Non, j'ai toujours été anti-Mobutu, je suis mal. Il a mené 2 expéditions à l'Est, Mobutu, contre les Maïmaï. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Mais je dis qu'il faut reconnaître les mérites de ceux qui sont passés avec nous pour construire l'avenir. L'armée de Mobutu a été au nord du Tchad, mettre en débandade de l'armée de Kadhafi. L'armée de Mobutu a été au Biafra, mettre en échec Ojukwu qui avait mené la rébellion au Biafra. L'armée congolaise a été à Bambari. L'armée de Mobutu a mis en déroute Kagame en tuant son grand frère. Hein? L'armée de Mobutu a été en Centrafrique. Je vous ai demandé. L'armée de Mobutu ici, elle a gagné quelle guerre? S'il vous plaît, c'est mon tour. Mais rappelez-moi, ici, donc nous devons reconnaître les mérites des uns pour pouvoir construire demain. Et ici, vous avez gagné combien? Donc l'armée de contre les si on peut saluer les actes de notre armée d'aujourd'hui, il convient qu'il faut une loi de programmation militaire pour mettre notre armée à disposition de pouvoir défendre notre souveraineté, notre indépendance et notre territoire territorial. Monsieur Isaac, votre piste de solution? Piste de solution, le président doit déployer une forte diplomatie au niveau... Ça ne suffit pas à ce qu'il a déjà fait. Hein. Non, au niveau national, au niveau international, l'Union européenne, Nations Unies, tout cela est consort. Et puis, il y a encore des anciens ex-phares qui étaient jeunes, qui sont encore... On peut encore les utiliser. Le rappeler. Et moi, je pense que... Ex-phase. Pardon? Ex-phase. Ex-phase. Ils sont encore... Il y a d'autres qui sont encore là. Ils ont même demandé si le président de la République pouvait les appeler. Ils connaissent aussi les terrains. Il y a certains généraux qui étaient remis à la retraite, connaissent mieux les terrains que certains qui sont encore en fonction et qui n'ont pas de régiment, n'ont pas de troupes, n'ont rien du tout. Et troisième chose, je pense que nous devons changer la mentalité. Nous devons aujourd'hui, tout enfant qui termine l'école secondaire, il peut faire 2 ans de l'armée. De l'armée. Ah bah oui, il peut être réserviste et puis il peut poursuivre. Ah oui, il peut être réserviste parce que nous avons un problème d'effectifs. Alors maintenant, ça peut être obligatoire, mais dans des conditions où un enfant qui quitte l'école de l'humanité, qui va en formation militaire, et après, il ressort, il paye. Il y a d'autres. À l'époque où vous avez mis les universitaires dans l'armée, il y a certains qui sont restés. Ils avaient pris goût. Ils étaient restés, ils sont devenus des officiers militaires. Donc ça aussi, c'est important. Et en conclusion, je crois que mon frère avait cité, il y a des gens qui se battent au niveau des institutions. Vous vous rendez compte, un type comme Denis Mukwege, qui a toujours réclamé... Le prix Nobel de la paix. Qui a toujours réclamé le rapport mapping, qui a toujours dit
Mais ce monsieur, quand il rentre ici, il est taquin. Quand il a pris son prix, son prix Nobel de la paix, il n'a jamais été honoré. Ce qui est grave. Alors que ce type se bat des institutions à l'institution pour qu'il y ait un tribunal pénal international pour le massacre au Congo. Et ces gars doivent être accompagnés. Et je pense, avec cette histoire, ils ne dorment pas. Ils mènent aussi cette diplomatie informelle parce que l'ennemi est identifié. L'instrumentalisation. Nous avons des généraux qui ont été à la Cour pénale internationale. Un général congolais. Mais qui se défend en Kinyarwanda. Alors, quand vous dites qu'il y a eu des infiltrés, ils sont nombreux. Donc, il faut à un moment donné, il faut faire un peu de nettoyage. Je peux ne pas dire une purge, mais le nettoyage au niveau de notre armée. De notre armée. Voilà, purge. Clin d'œil au docteur Denis Mukwege, une valeur de mon pays, le seul prix Nobel congolais, à qui je fais un clin d'œil avec toute l'équipe. J'ai eu réalisé une très grande émission. Ouais, tu sais qu'il a fait quelque chose pour lui, mais tiens, quand il a obtenu son prix de la paix, là, mon cher ami, c'était un honneur d'abord pour la RDC. Un honneur pour la RDC. Il y en a combien en Afrique? Je crois qu'il n'y en a que 3. Je crois qu'il n'y en a que 3. Le Sonika, Madame la Kenyenne, et puis Mukwege. D'accord. Voilà. Thierry Monsenepo, piste de solution. Et puis rebondissement sur ce qui a été dit ici. D'abord, je pense que c'est avec beaucoup de passion et d'un air magistral que M. Yamba a parlé. Ah, mais les souverainistes. Non, s'il vous plaît. Il y a 3. Je n'ai jamais dit que nous allons prendre, s'il vous plaît, je n'ai jamais dit que nous allons prendre nos avenues, donner ça à des Belges ou à des Français. Mais si le Français, le Belge a besoin de notre lithium, discutons avec lui. Parlons de nos intérêts directement. C'est de ça dont je parle. Les souverainistes, ils font quoi? Et ils font le contraire de ce que je viens de dire. Ils sont à la base de beaucoup de déstabilisation ici. Ce dont nous avons besoin, M. Peter, ce sont des visionnaires. Il y a une différence. La vision, c'est ce qu'avait George Washington. La vision, c'est ce qu'avait Nelson Mandela. Je ne citerai que celui-là. Parce qu'il n'a pas été un souverainiste aveugle. Il a été un visionnaire. Il a compris, s'il vous plaît, M. Peter, il a compris que l'adjudication des efforts entre, d'une part, les Boers et les Afrikaners, les Anglais, les Zoulous, les Kossa, les Boshiman, allait faire de l'Afrique du Sud cette nation arc-en-ciel, en tenant compte non seulement des intérêts des Zoulous, mais aussi des intérêts des autres. C'est ce que j'ai dit. Mais M. Yamba, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand vous parlez de moi... Lorsque nous parlons français, nous parlons français. Je n'ai jamais dit que notre armée n'a pas été infiltrée. Elle a été infiltrée. Mais elle n'est pas infiltrée maintenant. D'où les félicitations rares qui peuvent sortir de M. Katanga sont sorties aujourd'hui. Parce que cette armée que nous avons cherchée, elle est en construction maintenant. Elle est en construction maintenant. Ce n'est pas pour rien qu'elle a gagné 10 bonnes places dans les armées africaines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il ne faut pas mettre un trait d'union à la nation. Moi, ça m'écoeure que des responsables disent qu'il ne faille pas choisir la Cour constitutionnelle comme si la Cour constitutionnelle c'était une chambrette. Et qu'il ne faille pas faire une mise en place là-bas. Parce qu'on est en guerre. Mais attendez, l'État continue de fonctionner. S'il vous plaît. Non, je n'ai pas parlé de vous. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut que le président de la République, finalement, crée un collège de défense et de stratégie. Qui sera composé de qui? Mon frère a parlé de quelque chose de très essentiel. Aujourd'hui, nous avons des généraux qui sont des bons tacticiens de guerre. Je citerai le général Mabiola, qui fait partie de ceux qui déstabilisaient les forces négatives dans l'est de notre pays. Mais qui aujourd'hui est en retraite, mais qui peut servir? Le général comme Oleko, Jean de Dieu, c'est des personnalités aujourd'hui qui peuvent donner des idées en ce qui concerne la construction de la sécurité, Olenga, Kaloumé et ainsi de suite. On peut les recruter dans cette grande école de stratégie pour qu'ils puissent appuyer les idées, les stratégies, les réformes et ainsi de suite au sein de notre armée, puisqu'étant retraités, ils peuvent servir la nation dans ce sens. Le général John Long aussi. Deuxièmement, il faut changer de paradigme. Oui, bien sûr, après le feuilleton de la justice. Il faut qu'on change de paradigme.
Nous devons, aujourd'hui que nous avons des preuves de l'implication du Rwanda dans cette déstabilisation, cesser de parler de rébellion. Il faut que le gouvernement adopte le narratif d'une agression. Pure et simple. Donc, M. Katanga m'a mal compris lorsqu'il me traite de pro je ne sais quoi. Lorsque nous parlons des efforts diplomatiques, il faut aussi que ces efforts soient orientés vers le fait de lever ce problème que nous avons sur les achats des armes. Nous ne pouvons pas continuer à être sous embargo et être autant menacés. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Votre conclusion? Je voudrais saluer Thierry, dont j'apprécie l'évolution. Non, ça n'a rien à voir. Le vieux Norbert, c'est un grand acteur de développement. Un grand acteur. J'apprécie son évolution et ses types. Mais je voudrais quand même faire remarquer que la souveraineté est différente de l'autarcie. Non. Je prends la souveraineté, mais je ne prends pas l'autarcie. Donc, qui dit souverain, on peut avoir des relations avec les autres, dans le respect mutuel. C'est ce que je voudrais. Je voudrais également dire que, certainement qu'on est sous embargo, mais quand vous relisez le top 10 2019 de puissance militaire en Afrique, nous sommes 8e puissance militaire. Quelque part, on est 8e, c'est que nous avons des potentialités. Mais la main doit être nettoyée. Il faut des réformes, oui. Il y a un problème. Il y a une destruction du système immunitaire qui permet... Thierry va encore dire que j'ai crié. Je voudrais également... Moi j'aime beaucoup. Je voudrais également dire que nous sommes dans une perspective de création des États-Unis d'Afrique. Thierry, j'ai beaucoup aimé quand tu as utilisé le concept de paradigme. Le paradigme qui est le nôtre aujourd'hui, il est fondamentalement occidental. Et ce paradigme ne va pas donner de solutions. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On doit trouver quelque chose d'autre. Il faut un paradigme afrocentrique. Il faut lui donner un contenu. Où nous affirmons véritablement notre autonomie. Donc il faut le créer alors, c'est pas. Il faut le créer. Et on y réfléchit. Et c'est là justement que la responsabilité incombe aux journalistes, aux chercheurs, aux politiques, etc. pour qu'on arrive véritablement à construire un paradigme qui nous permet d'affirmer notre autonomie. Je voudrais également dire et demander au président de la République, il y a des gens qui sont morts dans ce pays, en fait, pour le compte général. J'ai suivi quand vous parlez de Général Maïlé. Vous savez dans quelles conditions Général Maïlé est mort? Moi, je ne suis pas africaniste, je suis spiritualiste. Je suis conscient que ceux qui ont fait du bien sur la terre des hommes vivront dans l'éternité. Et là où ils sont, dans le monde invisible, ils sont en train de nous regarder. Il faut reconnaître certaines personnes. Comment quelqu'un qui est mort sur les champs de bataille pour maintenir le calme et la sérénité dans cette ville de Kinshasa, comme Général Maïlé, on n'en parle même pas. Oui, il faut le rétablir. On n'en parle même pas. Et il n'y a pas que Général Maïlé. Nous avons connu des militaires. À l'époque, au Katanga, là, on a parlé des serpents des rages. Ikuku. Tous ces gens-là méritent respect, considération. Il faut toute une journée qu'on reconnaisse ces gens. Qu'on a oublié, qu'on a ignoré. J'étais en Éthiopie. À Addis Abeba, on m'a montré nos militaires qui sont morts dans les guerres de Sayo, etc. Quand est-ce qu'on reconnaît ces gens? Et je vous dis en toute sincérité, que quand on ne reconnaît pas l'invisible, le visible n'aura jamais d'effet. Il faut construire une passerelle. Tous ces gens-là réclament d'être véritablement honorés. Ils sont morts pour la cause du pays, de la République. C'est un discours de gourou. Il va falloir que... Alors, pour terminer... Parce que le journal pour terminer, la situation que nous vivons nécessite une analyse contextuelle et cette analyse doit nous pousser à la recherche des vrais alliés. Qui sont nos alliés par rapport à cette situation? Est-ce que nous faisons un effort pour construire une synergie avec ces alliés? Ça, on en a besoin, que ce soit au niveau de l'Afrique, que ce soit au niveau international. Et si nous identifions ces alliés, nous sommes capables de dégonfler les tensions, de dramatiser les relations à l'Est de la République. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Je crois que c'est un numéro, mais ce n'est pas le dernier numéro. On en fera assez plusieurs sur divers domaines. Aujourd'hui, c'était sur la situation de l'Est. Et à tous les jeunes qui nous suivent, qu'on ne vous dise pas qu'on est faible, même si on est dans des périodes difficiles, mais il y a eu des moments de gloire aussi dans ce pays. Quand vous voyez Sayo, Birmanie, Éthiopie, en fait, Éthiopie, aujourd'hui, c'est l'ancienne Abyssinie. C'est là où nos militaires, la force publique, ont eu de victoires.
Sayo, en Éthiopie, en Birmanie, nos militaires étaient là pour soigner. Et donc c'est comme Place Victoire, quand vous voyez le rond-point Victoire, c'est la Place Victoire, là où nous avons engrangé toutes ces victoires, on est venu se réjouir dans le pays. Donc rond-point force publique, voilà. Donc c'est... Et le Lingala a pris de la place parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les militaires qui avaient gagné étaient venus et s'est lancé des mots au Lingala ici à Kinshasa, parce qu'à l'époque, Léopoldville, on parlait plus le Kikongo. C'est comme ça que pour être un Nathan, il fallait commencer à parler le Lingala pour imiter ces Équatoriens qui parlaient le Lingala jusqu'à ce que le Lingala ait pris de la place. Donc on n'est pas moindre, on n'est pas petit, mais il faudrait que nous puissions nous organiser pour bouter hors ces agresseurs. Comme Thierry Monsenepo a dit, c'est une agression aujourd'hui. Nous sommes agressés par le Rwanda. Il y va de soi qu'on doit prendre des mesures qui s'imposent. Tout notre soutien au FARDC de la République démocratique du Congo. Nous sommes de cœur avec vous. Battez-vous, défendez la nation derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Thierry Tony Morange.